BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on ne change pas toutes les équipes puisque Benoît Lombard vient de nous rejoindre. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Pour le groupe La Place, merci d'avoir rejoint le Carreau du Temple et cet événement Impact PME. Bon, on va sortir un tout petit peu des PME, encore que. Ce matin, on évoque nos patrimoines et on essaye de voir comment ils peuvent réagir à l'épreuve de cet environnement économique qui en ce moment est si particulier. Et puis aux termes fiscaux aussi qui peuvent influencer. On est un peu à la croisée des courbes. Il y a l'inflation, il y a la hausse des taux. Comment est-ce que nos patrimoines réagissent à tout ça? L'environnement économique que nous connaissons a bien sûr un impact sur le patrimoine des ménages français. Mais je voudrais juste rappeler deux chiffres. Le premier, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte » de notre président. Le « quoi qu'il en coûte », ça a coûté 140 milliards d'euros. Et puis, parallèlement à ce « quoi qu'il en coûte » de 140 milliards, encore un autre grand chiffre, l'épargne des Français, c'est entre 180 et 200 milliards d'euros qui s'est accumulé pendant cette période post-Covid. Voilà donc le cadre. Ce quoi qu'il en coûte, il y a un moment où il va y avoir passez-moi la facture. C'est fini. Le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, il est terminé. Il fallait bien que ça achève. Le quoi qu'il en coûte a permis effectivement de sauver les PME. On en parle. On est ici dans un salon pour les PME. Il a sauvé les PME, il a sauvé les entreprises, mais aussi le quantitative easing, la politique de quantitative easing a permis de réinjecter de l'argent dans l'économie française. Et on a fait ça pour essayer de juguler évidemment les effets négatifs de cette crise. Le seul problème, c'est que cette épargne abondante, cette épargne surabondante qu'on n'a pas dépensée, donc dans cette période de Covid, aujourd'hui on la met un peu de côté parce qu'on ne sait pas quoi en faire et on se rend compte que l'inflation a ressurgi, donc à la faveur évidemment de la crise ukrainienne, de la guerre sur notre sol, sur notre territoire, sur le territoire européen, qui a des incidences sur les prix des matières premières, les prix des commodities comme on dit en anglais, et c'est effectivement toutes les commodités, les matières premières qui font que on a vu de l'inflation ressurgir. Et parallèlement à cette inflation qui ressurgit, je rappelle qu'en année pleine, donc au mois de mai, on est à plus de 5,7%, tandis que l'année dernière on était à la même époque à 1,6. Donc on voit l'inflation qui ressurgit et on voit aussi parallèlement, et on parle tous les jours ici sur le plateau de BFM Business de la bourse, mais on parle beaucoup moins du marché obligataire. Et alors là, je voudrais alerter, puisque nous sommes passés sur l'OAT 10 ans, le taux de l'emprunt d'État à 10 ans, la référence 0,20, la référence, à 0,20% au 1er janvier à 1,84. Et je vais juste donner un autre chiffre. Quand on a une hausse de taux de l'emprunt d'État à 10 ans supérieur à 1%, ça coûte 40 milliards d'euros à l'État. 40 milliards d'euros, c'est le budget de la défense. On parlait de la guerre, c'est le budget de la défense. Donc on voit des incidences extrêmement importantes macroéconomiques. Quelle réponse on peut apporter? Parce que ça, c'est le cadre dans lequel nos patrimoines sont contraints, va-t-on dire, ou évoluent en tout cas. Quelle réponse on peut apporter aux épargnants? Il faut arrêter. La France bat le record européen de taux de prélèvement obligatoire. Donc on ne va pas réaugmenter encore les impôts. On en parlera juste après. Les obligations, on l'a vu. Quelqu'un qui achetait une obligation d'État il y a 1 an et demi a perdu 13%. Alors il a toujours c'était négatif à l'époque, il aura toujours 0 de rendement, mais il a perdu 13% sur le fascal. Donc les obligations, la hausse des taux, et on sait, rappelle quand le taux monte, la valeur c'est très simple. On va donner un petit moyen technique à tous nos auditeurs, c'est très très simple. Donc vous préférez 1,60 de rendement ou 0? Donc la réponse est donnée à 60, j'achète une obligation actuelle, et l'obligation qui rémunérait à 0 il y a 1 an et demi, personne n'en veut. Donc évidemment, elle a dégringolé sa valeur faciale. Donc les obligations, il faut se méfier, et on sait très bien que la BCE, la Fed, on a prévu une hausse des taux progressif. Donc ce n'est pas fini. Obligations, on met de côté. Les actions, on voit qu'il y a une forte volatilité, il faut se méfier, donc plutôt des valeurs défensives. Private equity, on a déjà parlé beaucoup de cette antenne, ça c'est peut-être à regarder sur un horizon de long terme. Là encore, toujours l'adéquation performance à l'horizon de gestion, l'adéquation qui est fondamentale et indispensable. Et puis l'immobilier, si on a une hausse des taux, on va avoir une hausse du coût du crédit. Et là, la Banque de France alerte. On estime qu'il y a une surévaluation de l'immobilier résidentiel de 15% aujourd'hui. Et moi, je pense donc ce n'est pas fini de voir la légère correction qu'on entrevoit notamment à Paris, donc sur le marché immobilier.
Pourtant, certains nous disent, oui, les taux rendent plus compliqués les emprunts, donc les prix vont baisser un peu, et les prix qui baissent un peu vont relancer le volume. Jusqu'à quand les prix vont baisser un peu? Et puis toute personne qui s'est endettée à bon compte, avec des taux d'intérêt qui étaient très bas, évidemment s'enrichit, puisqu'on sait que les loyers sont indexés sur l'inflation. Néanmoins, il faut faire attention. Juste un point sur l'or, donc on a vu forte progression d'or, mais quand on est en période inflationniste comme nous sommes actuellement, l'or ne protège pas, puisqu'il n'y a pas de rentabilité sur l'or. Du coup, quelles autres solutions? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire parce que là, vous allez désespérer, pas Billancourt, mais... Non, on ne désespère pas. On dit qu'il faut faire attention et qu'il est prudent d'attente. Il ne faut pas attendre sur le livret A. On est à 1% depuis le 1er février. C'est quand même... là, du coup, c'est pas protecteur. Les fonds en euros ne sont plus protecteurs. Et attention à la hausse des taux. Donc, une hausse des taux supérieure à 100 points de base, 1% sur un an glissant, on est en alerte. Ça coûte 40 milliards à l'État français. On est en alerte sur toute la ligne obligataire. Donc, attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être attentiste. Il faut regarder. Et puis, il faut aussi essayer de donner des réponses de l'État à une transmission anticipée du patrimoine. On attend la loi sur le pouvoir d'achat. On sait qu'on doit avoir le triplement de la prime Macron, qui passerait normalement à 6 000 euros. Enfin, on l'attend, c'est pour le 29 juin, je crois. Mais il y a aussi la loi de finances rectificative qui devrait arriver. Et là, du coup, il faut de la stabilité fiscale à un moment donné où la France bat le record de prélèvements obligatoires en Europe. Je le rappelle, 60%, ouais. C'est énorme. La stabilité. Donc, ou un peu de réforme quand même? Stabilité. Alors, tout ce qui concerne on bouge pas. On a vu que la flat tax à 30% a permis, en réalité, n'a pas coûté d'argent à l'État. Pourquoi? Parce que tous le cash qui était logé au sein des entités qui étaient bloquées dans les boîtes a pu être arroser les épargnants, les investisseurs, les actionnaires, les associés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc essayons de sanctuariser cette plate taxe. Essayons aussi de ne pas réformer l'IFI. Ça coûte 1,5 milliard d'euros, ça rapporte 1,5 milliard d'euros à l'État, donc ça coûte 1,5 milliard d'euros aux contribuables. Mais l'IFI est un impôt qui est plus agréable que l'ISF parce que ça a permis d'éviter le départ d'expatriés fiscaux et ça a permis aussi et surtout d'avoir des rentrées de nos compatriotes sur le territoire français. Donc la stabilité, c'est un élément qui est important. Alors j'en veux un petit peu aux zélateurs de l'ISF. Certains sont très très moteurs pour remettre l'ISF. C'est Pareto qui disait qu'il est agréable ou il est doux de payer un impôt dont on ne s'acquitte pas. Donc ça c'est facile, c'est toujours les autres à payer. Donc alors attention. Juste pour terminer, un petit mot de justement tout ce qui est transmission, parce que ça, on sait qu'il y a des réflexions. On parlait, la machine. Quelle devrait être la trame? La machine à transmettre, elle est grippée. Alors il faut des vaccins quand on a une grippe. Là encore, le premier vaccin, c'est évidemment d'augmenter l'abattement de 100 000 euros tous les 15 ans. Donc l'augmenter peut-être à 150 000 euros, l'abattement, le rappel fiscal des donations, peut-être de passer de 15 à 10 ans, et puis libéraliser aussi temporairement, non pas en faveur entre parents et enfants, puisque cet abattement s'applique qu'en ligne directe, mais peut-être le libéraliser aussi en faveur des grands-parents. L'âge moyen auquel on reçoit aujourd'hui, c'est 50 ans. Ça sera 55 ans dans 10 ans. C'était à 40 ans, 42 ans, il y a 30 ans. Donc juste une chose, le cash... Souvent 180. On reçoit quand on a, entre guillemets, plus ou moins besoin. Mais à une époque où on n'a plus besoin d'argent. Il y a 180 à 200 milliards qui appartiennent à nos compatriotes les plus âgés. Donnons-leur la faculté de drainer cette épargne vers les particuliers pour qu'eux-mêmes arrosent l'économie française. On est au salon des PME pour les PME. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Lombard et le groupe Laplace qui nous accompagne très régulièrement et qui avait bien voulu nous rejoindre aujourd'hui au cœur d'Impact PME.